On est parti pour le space international concernant le SARS-CoV-2 en tant qu'arme biologique et en quoi il répond à la définition d'une arme biologique. Donc, je me présente succinctement. Je suis Anis Bocquet, je suis PhD en biologie spécialisée en immunologie. Je travaille depuis 3 ans sur la réponse immunitaire induite par la protéine Spike, travail qui a abouti à la publication d'un article scientifique sur Cureus. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt de quelque nature que ce soit. Je précise aussi que j'ai mis en ligne un document PDF avec tous les threads et les références bibliographiques nécessaires à la validation de mon argumentation. Donc, que vous pouvez retrouver dans la première bulle. Vous pouvez cliquer directement sur les liens et aller donc valider les références bibliographiques qui m'ont permis de bâtir ce discours. J'ai collecté et analysé les données scientifiques et je remercie chaleureusement tous les contributeurs, petits ou grands. J'ai une pensée particulière pour le docteur Kevin McKern qui a travaillé sur les dégâts dégénératifs induits par la protéine Spike du SARS-CoV-2, les scientifiques qui se sont attelés à comprendre les mécanismes des Covid longs comme le docteur Amy Proulx, et d'autres comptes sur X qui effectuent un travail remarquable mais ingrat de mise en ligne de données bibliographiques, notamment mes collègues proches comme Tatiana, alias Mamie Bocock, ou encore le docteur Tiffaine Pinsol. Je vais livrer ici ce que je comprends en l'état des connaissances actuelles des impacts du SARS-CoV-2 et de sa protéine Spike sur l'organisme et les risques encourus afin de vous expliquer en quoi ils répondent à la définition d'une arme biologique. Donc, on va entrer dans l'origine laborantine du SARS-CoV-2. Donc, cela explose dans les médias, y compris les médias grand public. En France, le docteur Tiffaine Pinsol fut la première à se positionner quant à cette théorie en avertissant très tôt de son origine laborantine. Elle est notamment intervenue chez BAM Press avec Charles Rixley, chez Alexandre Juvin-Brunet et plus récemment sur Radio Courtoisie avec Myriam Palomba et Mike Borowski. Elle a même témoigné durant l'automne 2023 au Sénat pour faire suspendre l'obligation vaccinale chez nos militaires français. Le groupe Drastic, donc avec Charles Rixley, a mis en avant le projet Diffuse, qui retrace les grandes lignes du développement d'un virus de type SARS-CoV-2. Et certains scientifiques ont même démontré cette origine laborantine d'un point de vue scientifique. Donc, il s'agit des docteurs Valentin Brutel, Alex Washburn et Antonius van Dongen. Le fait est que, malgré des efforts et un travail colossal, la plupart des gens commencent à peine à comprendre que le SARS-CoV-2 est manufacturé en laboratoire. Il s'agit d'une arme biologique. Et si on a évoqué les collaborations scientifiques et politiques qui ont permis le développement de cette arme, le SARS-CoV-2, du financement de cette recherche et de la censure qui a permis de couvrir ce scandale scientifique et médical, peu de personnes expliquent les conséquences biologiques de cette arme, d'une infection par le SARS-CoV-2 et ses impacts sur la santé des gens. Il y a d'autres impacts aussi d'ailleurs. De fait, c'est la protéine Spike du SARS-CoV-2 qui est le gain de fonction. Donc, il s'agit de la protéine de surface du SARS-CoV-2 et c'est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. Elle se lie notamment avec un récepteur ACE2 que l'on a beaucoup étudié. Mais il existe d'autres récepteurs et co-récepteurs. Beaucoup d'autres, en réalité. Cette spike a été manufacturée donc par gain de fonction. Elle présente un site de clivage furine et 3 inserts GP120, des séquences homologues à la protéine GP120 du VIH. Et c'est cette marque-là, ce sont ces éléments-là qui sont la marque de la manufacture, de la main de l'homme, pour faire simple. Le problème est que ce GOF est également produit par les cellules de l'organisme après l'administration de produits anti-Covid comme Pfizer ou Moderna. Et il s'agit à peu près de la même molécule à 2 protéines près, en position 986 et 987. Mais d'un point de vue immunologique, il s'agit de la même protéine. Car pour développer des anticorps neutralisants, la spike du virus, donc des anticorps qui vont bloquer la spike du virus, il faut bien que le modèle, c'est-à-dire la spike dite vaccinale ou la spike 2 proline, ou 2P, ressemble fortement à la spike virale. En effet, les anticorps fonctionnent par complémentarité de forme. Et si la spike vaccinale diffère trop de la spike virale, il n'y aura pas d'anticorps neutralisants du tout. Or, c'est sur cet argument-là qu'ont été vendues les injections anti-Covid. Et c'est aussi simple que cela. Donc, la spike vaccinale à 2 prolines près, on peut dire que c'est la même que celle du virus. Donc, qui dit molécule qui se ressemble, dit même fonction biologique. Et si la spike vaccinale ressemble à la spike virale, c'est aussi un GOF.
C'est aussi un gain de fonction et donc une arme biologique. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc la définition d'une arme biologique, au sens biologique du terme. Donc d'après Charles Rixey, il y a 7 points qui sont à considérer. La première partie, c'est maximiser les dégâts, hein, donc engendrer le plus de dégâts possible dans l'organisme. Et cela va recouper un autre point de la définition des armes biologiques, à savoir réactiver des pathogènes. Perturber l'immunité et diminuer l'efficacité de tout processus d'immunisation potentiel. Autrement dit, on va mettre out le système immunitaire. Accroître le tropisme, autrement dit la diffusion dans l'organisme de l'arme biologique. Accroître la stabilité, la transmissibilité ou la capacité de dissémination de l'agent pathogène. Autrement dit, un virus qui est hautement transmissible, qui peut facilement se transmettre sans aucun problème d'un individu à un autre. Diminuer l'efficacité de tout traitement thérapeutique. Autrement dit, c'est une véritable arme dont on n'arrivera pas facilement à se débarrasser. Et augmenter la susceptibilité d'une population cible, oui, ça peut focuser et cibler préférentiellement certaines personnes ayant des terrains de prédisposition, et c'est ce que je vais expliquer à la fin de ce forum. Alors on y va. En quoi le SARS-CoV-2 et la Spike correspondent à la définition d'une arme biologique? On commence par le point numéro 1, donc maximiser les dégâts. Le virus ne reste pas dans le nez ou les poumons, il envahit l'organisme, le cerveau, le foie, le cœur, les artères, les appareils reproducteurs, les intestins. On en a récemment retrouvé dans le liquide péritonéal, c'est-à-dire le ventre, de personnes atteintes de cirrhose hépatique, donc démontrant l'atteinte du foie par le virus et qui fait craindre une contamination également par les fluides corporels. C'est d'autant plus préoccupant pour les personnels soignants. Et il y a une marque aussi concernant justement cette maximisation de dégâts, ce sont les Covid longs. Donc ce sont des personnes souffrant d'atteintes multiples à la suite d'une infection par le SARS-CoV-2. Dès 2020, en fait, les syndromes de Covid long chez des personnes non vaccinées, du coup, puisque ça remonte à 2020, donc au tout début, avant les injections anti-Covid. Donc ces Covid longs ont commencé à se faire connaître. Et ces atteintes peuvent être neurologiques, avec de la démence, de la dépression, des troubles du sommeil, mais également le déclenchement ou l'aggravation de pathologies dégénératives, comme Alzheimer par exemple. Et on a aussi des troubles cardiovasculaires et de la coagulation, donc les atteintes du cœur et du système qui vous permet d'arrêter de saigner, en fait, quand on parle de la coagulation. On peut aussi citer parmi les Covid longs le développement de pathologies auto-immunes. Donc l'auto-immunité, ça peut être défini comme étant l'attaque en fait des éléments de l'organisme par votre propre système immunitaire. Autrement dit, le système immunitaire se retourne contre l'organisme qu'il est supposé défendre. C'est un peu comme si vous disposiez d'une arme à feu en fait pour vous défendre. Votre système immunitaire pourtant être en analogie avec une arme à feu. Et le virus et la protéine Spike du SARS-CoV-2 sont capables de retourner cette arme à feu contre vous-même. Hein. Autrement dit, de retourner le système immunitaire contre vous-même. L'une des explications possibles, c'est le mimétisme moléculaire, c'est-à-dire les similarités au niveau moléculaire entre la Spike du SARS-CoV-2 et les protéines humaines. Le système immunitaire va tout détruire. C'est-à-dire la spike, le virus, les cellules infectées par le virus, mais aussi les éléments de votre corps qui vont ressembler de près ou de loin à la protéine spike. Le problème, c'est qu'à force de détruire les éléments de votre corps, ceux qui ressemblent à la protéine spike, le système immunitaire va se programmer pour les éradiquer dès qu'il va les rencontrer. Et c'est cette programmation du système immunitaire que l'on appelle pathologie auto-immune, qui va se mettre en place dans le temps, en silence, et surtout, elle sera irréversible. Les pathologies auto-immunes sont irréversibles du fait de cette programmation. L'autre conséquence donc possible d'une infection par le SARS-CoV-2, c'est la réactivation en fait des virus latents. Donc des études montrent en effet que certains virus latents, donc c'est-à-dire des virus qui vont persister dans le corps
après une infection. Alors, il y en a plusieurs, hein, comme Epstein-Barr virus, le cytomegalovirus ou le virus de la varicelle zona, hein, ou encore le VIH, peuvent se réactiver au moment ou à la suite d'une infection par le SARS-CoV-2. Il semble en effet que les patients qui sont séropositifs au VIH ont une recrudescence de leur charge virale lors d'une infection par le SARS-CoV-2 et cela marque la possibilité d'une collaboration entre différents virus pathogènes, notamment différents virus pathogènes latents, avec des dégâts importants sur l'organisme. Exemple, on peut très bien déclencher une infection, on peut très bien être contaminé par le virus, le SARS-CoV-2, réactiver Epstein-Barr virus qu'on a dans le corps avec une infection précédente et déclencher via cette réactivation d'Epstein-Barr virus des lymphomes. C'est assez inquiétant en fait dans le temps, et cette capacité en fait du SARS-CoV-2 à réactiver les virus dormants est particulièrement alarmant. Pas plus tard que ce jeudi, donc cette semaine, une publication remontée par le compte Thailand Medical News semble démontrer la capacité du SARS-CoV-2 à réactiver un autre virus dormant, c'est celui de la rougeole. Donc en effet, après guérison d'une infection par la rougeole, le virus est éliminé dans la plupart des tissus. Mais dans certains cas, on pense que des fragments génomiques ou une faible présence virale peuvent persister, en particulier dans le cerveau ou le tissu lymphatique. Donc le tissu lymphatique, c'est le système de drainage de l'organisme. Dans des cas extrêmement rares, la rougeole peut se réactiver plusieurs années après l'infection, provoquant une inflammation cérébrale fatale. La possibilité donc que le SARS-CoV-2 puisse induire une réactivation partielle ou totale du matériel génétique dormant de la rougeole est préoccupant, d'autant plus que cela rejoint l'activation de certains gènes d'origine virale qui sont présents dans notre génome et que l'on appelle les rétrovirus endogènes humains ou HERV. Alors oui, il y a des morceaux de notre génome qui sont d'origine virale et ils ont des activités spécifiques importantes, comme par exemple la mise en place du placenta lors d'un début de gestation. Donc les virus existent et sans eux, nous ne serions pas sur cette terre. Cependant, la capacité du SARS-CoV-2 et de la protéine spike du SARS-CoV-2 à relancer et réactiver des pathogènes dormants dans l'organisme, alors je répète, EBV, CMV, VIH, éventuellement la rougeole, soulève la question de la coopération entre les différents pathogènes, notamment entre les virus. Mais on peut également s'interroger sur les impacts sur le long terme de ces réactivations virales sur la santé des populations et leur implication dans le Covid long ou les syndromes post-vaccinaux, que l'on appelle des PVS. Et cela rejoint un des points de la définition d'une arme biologique, à savoir la réactivation des agents pathogènes. Le fait est qu'après une infection par le SARS-CoV-2, certaines personnes vont souffrir de Covid long, comme je viens de l'expliquer. Et pour illustrer l'impact des Covid longs, il faut savoir c'est que une publication parue dans Nature, Nature Medicine, a démontré qu'environ 400 millions de personnes étaient touchées de Covid long en 2023, donc avec un effet d'augmentation en fait du nombre des Covid longs entre 2020 et 2023. On est passé en 2020 de 65 millions de personnes atteintes du Covid long à plus de 400 millions de personnes. Et ça coûte à peu près environ 100 000 milliards de dollars par an. Donc on est vraiment sur des impacts majeurs et une crise sanitaire. Aujourd'hui, on estime qu'environ 40% des personnes atteintes du SARS-CoV-2, bon ça dépend des publications, hein, c'est maximum 40% des personnes atteintes du SARS-CoV-2, vont développer un Covid long avec un pourcentage minime de personnes qui vont recouvrer du Covid long, à peu près 2% seulement. Donc il faut retenir surtout, c'est que plus on s'expose au virus, plus il y a de risques de développer un Covid long. Le statut vaccinal ne change rien. Cela concerne aussi bien les personnes non vaccinées que les personnes vaccinées. Et parler dans ce cas de la mortalité pour une arme biologique, c'est aberrant, et je vais expliquer cela par la suite. On va parler plutôt de morbidité, c'est-à-dire d'handicap lourd, avec des impacts majeurs annexes, notamment sociaux et économiques. Alors, je vais expliquer maintenant pourquoi c'est aberrant de ne regarder que la mortalité, en fait, d'une arme biologique. Tout simplement parce qu'une mortalité trop forte va empêcher la diffusion de l'arme biologique, le virus.
Donc le pathogène serait trop facilement maîtrisable, si la létalité était importante, en fait. On pourrait concentrer simplement, l'impact du virus sur une zone donnée. Les impacts sont plus lourds si on handicape les gens à vie. Donc soins, charges pour la société, impacts économiques, perte d'emploi, j'en passe. Et en plus, ces impacts peuvent se développer dans le temps, et en silence. Donc, il va y avoir des difficultés aussi à faire le lien entre une ancienne contamination, virale, qui peut remonter à des années en arrière, et le développement actuel de symptômes ou de pathologies, notamment les pathologies auto-immunes comme le lupus ou la sclérose en plaques. Enfin, ça va diminuer la population. Donc, si on touche, le système reproducteur et ou la gestation, alors on va faire baisser la démographie progressivement et en silence. Donc il faut repenser toutes nos approches, qu'elles soient scientifiques, médicales ou épidémiologiques, avec l'optique arme biologique. Et je termine en disant que la grippe et le SARS-CoV-2 entrent en compétition. J'ai plusieurs pistes au niveau moléculaire pour démontrer cette compétition. Et ce sera donc l'un ou l'autre par phase épidémique. Le virus donc peut persister longtemps dans l'organisme, et les protéines virales aussi, dont la protéine spike. Donc on a notamment retrouvé de l'ARN messager du virus donc au niveau des artères cérébrales. C'est la publication de Nakaota et al. De 2025. Et le virus peut aussi infecter les cellules constitutives du cerveau, les bactéries, puisqu'il se comporte comme un bactériophage, ou encore les cellules du système immunitaire, ou encore les plaquettes. Donc, il faut comprendre que normalement, votre système immunitaire doit éliminer tout élément pathogène, protéines, virus, bactéries, allergènes pouvant menacer votre organisme. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un gros problème. Et plusieurs mécanismes scientifiques peuvent expliquer, en fait, cette persistance, dont la tolérance immunitaire. Alors la tolérance immunitaire, je le réexplique, ce sont des mécanismes qui font que votre système immunitaire ne se bat pas contre l'élément pathogène. En gros, il va pas s'armer pour éliminer les éléments pathogènes. Et cette tolérance immunitaire explique non seulement la persistance du virus dans l'organisme, mais aussi les cas de Covid asymptomatiques. Alors pour expliquer simplement, les symptômes, ce n'est que la manifestation de l'activation de votre système immunitaire. Donc ne pas avoir de symptômes, ce n'est pas l'absence d'une contamination, mais c'est la marque d'une absence d'activation du système immunitaire. Alors oui, vous pouvez être infecté sans même le savoir, et subir des conséquences de cette infection dans le temps et longtemps après l'infection. Et nous connaissons tous un virus dont l'infection peut passer inaperçue et qui peut cibler spécifiquement vos défenses immunitaires et les mettre KO. Et qui peut ne se faire sentir qu'après un long moment, en fait, c'est le VIH. Cerise sur le gâteau, la persistance de la protéine spike du virus est également persistante, puisqu'elle participe en fait au mécanisme de tolérance immunitaire, et donc la spike aussi des injections anti-Covid, donc la spike dite vaccinale. Donc là, je vais faire un petit arrêt sur image. Donc, on vient d'expliquer que le virus diffuse dans tout l'organisme pour maximiser les dégâts, que le virus persiste dans le temps, que la spike du virus persiste dans le temps. Maintenant, il faut ajouter la persistance de la spike dite vaccinale, celle produite par les cellules de l'organisme après les injections anti-Covid comme Pfizer ou Moderna, et la diffusion des nanoparticules lipidiques et leur distribution dans l'organisme. Petit indice, ça ne reste pas au point d'injection. La biodistribution des nanoparticules lipidiques dans le corps n'est pas maîtrisée. Là, je vais émettre une alerte. C'est que la spike et le virus ont été retrouvés dans le sang, ce qui entraîne, avec la spike aussi des injections anti-Covid, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour les transfusions de sang. Là aussi, on peut se poser la question de la production de la spike, soit par le virus, soit par les injections anti-Covid dans les tissus. Et là, ça va poser de gros problèmes sur les transplantations d'organes. Mais que ce soit actuellement pour les transfusions de sang ou pour les transplantations d'organes, là, nous n'avons absolument aucune mesure de sécurité à l'heure d'aujourd'hui.
Là, on va entrer donc dans un autre point qui correspond à la définition des armes biologiques, à savoir donc diminuer l'efficacité de tout processus d'immunisation potentiel. Donc, on s'est rendu compte aussi que le SARS-CoV-2 peut réinfecter un organisme de multiples fois. Pourquoi? Tout simplement parce que le virus mute. Donc, les défenses immunitaires que vous développez lors d'une infection par un variant du SARS-CoV-2 ne vous protègent pas d'une infection par un autre variant. C'est faux. Vous n'êtes pas protégé même après un Covid. Et ces réinfections peuvent survenir sur de courtes périodes, comme ceci est expliqué dans une vidéo que j'ai mis en lien dans le PDF, qui provient de l'IHU et qui montre des réinfections en fait sur des très courtes périodes de personnes. Les injections anti-Covid n'offrent pas non plus une immunité humorale pérenne, hein. Donc c'est un échec de la stratégie dite vaccinale. Donc est-ce que ça a permis de contrecarrer les formes graves de la Covid? On va en reparler un petit peu plus tard, notamment quand on va aborder l'aspect dégénératif, en fait, de la protéine spike. En gros, on aura surtout des dégâts cumulatifs. Donc, spike viral, plus spike vaccinal par exposition répétée. Car oui, la spike vaccinale persiste aussi dans le temps, au même titre que la spike du virus et du virus. Et pourquoi? Parce que je vais vous expliquer que c'est en lien avec l'aspect dégénératif de cette arme biologique. Autre point, c'est accroître le tropisme. Donc, je viens d'expliquer qu'il y a dissémination du SARS-CoV-2 et de la spike dans tout l'organisme, y compris la spike dite vaccinale, et qu'elle persiste. Pourquoi et comment expliquer cette spike? Tout simplement, en 2024, j'ai publié un article donc dans Curious sur les impacts de la protéine spike du SARS-CoV-2 sur le système immunitaire inné. Et d'après l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de nos connaissances actuelles, il semble qu'une infection par le SARS-CoV-2 peut accroître l'expression de certains récepteurs, notamment ACE2, mais aussi NRP1. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ou moléculaires, mais en gros, il va y avoir une augmentation du nombre de serrures compatibles avec la spike pour mieux contaminer les organismes et s'y répandre. Et cette surexpression des récepteurs donc va sensibiliser l'individu pour être mieux contaminé et globalement, entre guillemets, bien héberger le virus. Le hic, c'est que ces mécanismes de surexpression des récepteurs, notamment ACE2, sont en lien avec les mécanismes de tolérance immunitaire et le fait que votre système immunitaire ne se bat pas contre le virus. Donc oui, en fait, il y a plusieurs études qui démontrent bien cette surexpression d'ACE2, donc le nombre d'expressions, le nombre de clés d'entrée du virus dans l'organisme, donc notamment la surexpression d'ACE2. Ça a été démontré notamment dans les astrocytes. Alors les astrocytes, ce sont des cellules du système nerveux. Il n'y a pas que les neurones dans le système nerveux, il y a d'autres types de cellules. Et les astrocytes sont en surexpression d'ACE2 lors d'une infection. Il y a aussi l'impact, l'interaction de la spike avec les récepteurs aux œstrogènes qui va permettre la surexpression d'ACE2. La cytokine anti-inflammatoire IL-10, donc anti-inflammatoire qui ne développe pas d'inflammation, donc qui va surexprimer le récepteur ACE2. Et j'ai démontré dans mon papier la réponse immunitaire innée antivirale via la réponse aux interférons de type 1 qui peut également surexprimer ACE2. Toutes ces données montrent que le virus va envahir l'organisme et généralement en silence, du moins sur une première phase. Mais il faut aussi compter sur les injections anti-Covid et la production des anticorps. Il y a deux phénomènes qui sont à redouter. L'ADE, qui sont la formation d'anticorps facilitants, et les IgG4, qui sont aussi des anticorps mais anti-inflammatoires. Or, ces deux phénomènes, ADE et IgG4, sont potentiellement induits par les injections anti-Covid répétées et vont faciliter les infections par le SARS-CoV-2, avec la surexpression des récepteurs à la spike, dont ACE2. Même molécule, mêmes effets, dévastateurs, globalement. Pour finir avec ce quatrième point sur la définition d'une arme biologique, c'est-à-dire accroître le tropisme, les mécanismes de la réponse immunitaire induisent une perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est la barrière qui protège votre cerveau. Donc si on ouvre cette barrière, eh bien ça donne l'accès à votre cerveau au virus. Et le problème, c'est que c'est un virus qui est déjà à la base neurotrope, donc qui adore le système nerveux,
avec des protéines virales, dont la protéine spike, qui sont amyloïdes, c'est-à-dire dégénératives. Et ça, c'est ce que je vais expliquer juste ensuite. Donc, est-ce que le virus cible spécifiquement votre cerveau? Oui. Et c'est d'autant plus inquiétant que la protéine spike dite vaccinale fut retrouvée en compagnie de la spike virale au niveau des artères cérébrales d'une personne décédée d'AVC 17 mois après les injections. On a donc bien un cumul en fait de spike virales et de spike vaccinales. Nota bene, on a retrouvé l'ARN messager viral et l'ARN messager modifié des injections anti-Covid. Donc c'est bien le combo des deux, hein. Virus plus injection anti-Covid. En effet, donc la spike est amyloïde. Alors ça veut dire quoi, amyloïde? Il faut comprendre que les protéines et les peptides prennent des conformations, c'est-à-dire des structures dans l'espace. Elles peuvent être en boule ou en fibres. Et les protéines et les peptides amyloïdes, ce sont des molécules qui ont la capacité de prendre une forme particulière, celle de fibres, un peu comme des petites fibres de laine. Le problème, c'est que ces fibres peuvent interagir entre elles jusqu'à former un réseau, un peu comme un gel. Alors vous savez, vous pouvez le retrouver par exemple dans les confitures, les gelées, les gels coiffants. C'est ça cet aspect de gel. Et c'est en fait dû à un réseau de fibres. Et le problème, c'est que ce réseau de fibres, il est insoluble et indestructible. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors la protéine spike du SARS-CoV-2, hein, mais y compris la protéine spike produite après les injections anti-Covid, possède des parties qui, si elles sont libérées, elles peuvent prendre cette forme de petites fibres. Et ces fibres vont s'agencer, en fait, jusqu'à former un film hydrogène, vraiment comme une espèce de maillage, de réseau très fin, mais dégénératif, en fait, et indestructible. C'est ça qu'on appelle les fibres amyloïdes. Donc la spike en elle-même est amyloïde. Elle présente des fragments, des segments, des séquences entières qui, si elles sont libérées, peuvent prendre cette conformation de fibres et former un réseau dégénératif. La spike est amyloïdogène. Alors on a fait la spike est amyloïde en elle-même. La spike est amyloïdogène, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner la formation de ces réseaux de fibres dégénératifs par nos propres cellules. En effet, certaines de nos cellules, notamment les cellules du système nerveux, sont capables de produire ces protéines que l'on dit amyloïdes. Et en fait, certaines de ces protéines amyloïdes peuvent même être des peptides antimicrobiens. Alors, peptides antimicrobiens, comme leur nom l'indique, ça permet de lutter contre les agents pathogènes. Et généralement, notre organisme élimine et les agents pathogènes et les fibres amyloïdes sans aucun problème. Cependant, dans le cadre du SARS-CoV-2, on s'est rendu compte que la spike du virus était capable d'induire la production donc, de ces fibres amyloïdes et leur fibrillation. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire en sorte que les fibres amyloïdes de notre propre organisme, que l'on a intrinsèquement de manière physiologique, s'agencent en réseau pour former comme une sorte de film hydrogel. Donc comme une espèce de réseau de gel, en fait, qui vont se déposer un peu partout dans le corps. Car oui, c'est cette fibrillation, en fait, c'est cet agencement en réseau, en fibres, qui est dégénératif et qui est particulièrement dangereux et que l'on va retrouver dans des pathologies comme Alzheimer, mais aussi Creutzfeldt-Jakob. Et la cerise sur la tarte au quetch, encore une, c'est que la spike qui est présente à la surface du virus peut utiliser les fibres amyloïdes produites par notre organisme et qui se sont agencées en réseau dégénératif pour infecter et se répandre dans l'organisme. C'est ce que moi j'appelle le double effet amyloïde. En gros, on va avoir la spike est amyloïde en elle-même, elle est dégénérative en elle-même, elle peut faire produire des fibres amyloïdes qui sont physiologiques dans notre organisme, mais les agencer pour qu'elles deviennent dégénératives. Et elle peut utiliser ce réseau de fibres qui a été produit lors d'une infection pour se répandre dans l'organisme.
Donc, une première infection par le SARS-CoV-2 et de production de spike viral ou de spike vaccinal à la suite des injections anti-Covid peut entraîner la production de fibres amyloïdes par notre propre organisme, dégénératif, qu'un autre variant du SARS-CoV-2 peut utiliser pour se répandre dans l'organisme. Donc à quoi cela nous mène? On a un virus persistant dans l'organisme, amyloïde et amyloïdogène, et qui peut utiliser les fibres amyloïdes pour infecter et se propager dans l'organisme. Autrement dit, à chaque infection par le SARS-CoV-2, votre organisme va produire des fibres amyloïdes, ce qui permet au virus de se propager dans l'organisme en toute quiétude, en silence, parce qu'en plus, il va induire des mécanismes de tolérance immunitaire, et de préparer le terrain pour de nouvelles infections par le SARS-CoV-2. Donc ça spike utilisant donc ces réseaux de fibres amyloïdes précédemment générés pour infecter et se propager. On va avoir donc des dégâts cumulatifs amyloïdes par infection répétée, car oui, la spike est produite en abondance lors d'une infection, par injection anti-Covid répétée, car oui, la spike dite de proline, la spike dite vaccinale, est très similaire à la spike du virus, et elle est produite par les cellules de l'organisme, soit par les deux, c'est-à-dire infection plus injection anti-Covid. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces réseaux de fibres amyloïdes sont indestructibles. Je répète, ces fibres amyloïdes sont indestructibles. Donc, on va avoir une recrudescence de pathologies dégénératives et neurodégénératives. Et ça, c'est sans compter les fibrinaloïdes. Et ça se fera en silence, dans le temps, en toute quiétude, jusqu'au point de rupture. Et cela rejoint le prochain point de la définition des armes biologiques, qui est accroître la stabilité, la transmissibilité ou la capacité de dissémination de l'agent pathogène. Autrement dit, ce que je viens de vous expliquer rejoint même la définition d'une arme biologique. Donc les fibres amyloïdes sont indestructibles. Je vais en mettre encore une couche. La répétition fixe la notion. On ne peut pas s'en débarrasser. Et parce que tout simplement, les réseaux dégénératifs, les réseaux de fibres dégénératives sont extrêmement résistantes. Je vais même pousser le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de l'élimination de la spike du SARS-CoV-2 ou de la spike induite par les injections anti-Covid du fait des propriétés amyloïdes. C'est pas parce qu'on ne la détecte pas, qu'on ne la caractérise pas, qu'elle n'est pas sous forme de dépôt amyloïde dans votre organisme. Et j'irai même plus loin encore. Nous n'avons aucune preuve de la clairance effective du virus après une infection par le SARS-CoV-2. Nous disposons d'ailleurs pour cela, pour appuyer cette argumentation, d'une autre preuve, celle des fibrinaloïdes. Alors c'est quoi les fibrinaloïdes? C'est de la fibrine qui s'est organisée en fibres, en réseau de fibres, d'accord, par l'impact de la protéine spike sur le fibrinogène, donc le précurseur de la fibrine, et qui a entraîné donc cette conformation de fibres, de fibrine amyloïde, avec des dépôts qu'on a retrouvés, notamment ce sont les fibres blanches qu'on a retrouvées dans Died Suddenly, ou via les thanatopracteurs. C'est une marque importante, non seulement de la persistance de la protéine spike sous forme amyloïde, mais aussi de la persistance, enfin de son aspect amyloïdogène en fait, de cette capacité à induire la fibrillation des protéines humaines et donc de les rendre dégénératives. En vient ensuite l'inhibition du système immunitaire, c'est-à-dire se faire infecter en silence. Le problème, c'est que la formation des fibrinaloïdes permet d'inhiber certaines cellules du système immunitaire, ce qu'on appelle les natural killers. Le gros problème, c'est que ces cellules, ce sont des avant-postes, en fait. Ce sont des avant-gardes pour éliminer le virus. En gros, quand vous êtes infecté par le SARS-CoV-2, ce sont les natural killers font partie de la première ligne de défense de l'organisme. Donc, si on a une inhibition des natural killers, bien entendu, vous pouvez comprendre qu'on élimine une partie de l'avant-garde de nos défenses immunitaires.
Donc les activités amyloïdes de la spike sont liées en fait à la tolérance immunitaire. Là aussi, c'est lié. Les deux sont liés. Les deux phénomènes sont liés. Et je vais pas trop rentrer dans les détails moléculaires, mais pareillement dans le document PDF, je vous ai mis 2 threads qui expliquent ce phénomène. Donc oui, en effet, la tolérance immunitaire, on en reparle en fait. Et j'ai expliqué donc pendant des mois que les mécanismes moléculaires permettent à la spike du SARS-CoV-2 ou la spike induite par les injections anti-Covid de limiter ou de retarder la réponse immunitaire. Donc ça va permettre au virus en fait d'envahir l'organisme. Donc elle explique les Covid asymptomatiques aussi bien que la persistance du virus et de la spike. Et donc on va avoir des dégâts cumulatifs du coup avec le risque de développer des pathologies dégénératives. Le fait est que récemment, un article en date d'avril 2025 explique que l'infection par le SARS-CoV-2 est biphasique, avec une première phase d'incubation asymptomatique de 3 à 5 jours. Et que la seconde phase, celle de l'inflammation, donc avec les symptômes, elle est retardée et elle n'est pas chez tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas systématique pour tout le monde. Et ça corrobore en fait l'hypothèse que moi et mes collègues avaient émise, à savoir l'aspect tolérogène en fait de la protéine spike et le retardement dans la réponse immunitaire induite et donc un retard dans le déclenchement des symptômes en lien avec une infection par le SARS-CoV-2. En gros, je répète une dernière fois pour les Français, l'infection par le SARS-CoV-2 se déroule en 2 phases. Une première phase qui est asymptomatique d'incubation, qui est relativement longue, donc de 3 à 5 jours. 5 jours, c'est très long. Et ça permet largement au virus de se diffuser dans l'organisme. Puis ensuite, une deuxième phase, qui est la phase inflammatoire, mais elle n'est pas chez tout le monde, puisqu'il y a des Covid qui vont rester asymptomatiques tout le temps, à cause de ces aspects tolérogènes. Et ça corrobore réellement l'ensemble des analyses que j'ai pu mener sur les activités moléculaires de la protéine spike. Et on va encore pousser un peu plus loin dans l'horreur. Parce que, ouais, c'est pas fini. Je subodore une 3e phase, une phase de latence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, je suis tombée sur un article qui traite de l'interaction entre la nucléocapside, c'est-à-dire la protéine N du virus, avec TRIM28. Donc c'est un facteur qui est impliqué dans plein de mécanismes cellulaires, y compris l'apoptose. J'ai mis ça de côté en attendant de voir jusqu'où cette donnée allait me conduire. J'en ai pas parlé tout de suite. Et ça m'a conduit à envisager donc cette 3e phase avec une phase de latence du virus avec une potentielle réactivation. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon nombre de virus latents utilisent cette fameuse molécule qui s'appelle TRIM28. Et on va retrouver les mêmes virus latents qui ont été réactivés par le SARS-CoV-2 ou la protéine spike, à savoir EBV, VIH, CMV, etc. Donc, le fait que la nucléocapside du SARS-CoV-2 puisse interagir avec TRIM28 suggère qu'il y a une phase de latence avec potentielle réactivation du virus dans le temps. Quand et comment le SARS-CoV-2 se réactive? Ça, c'est une grosse question. On revient à la question de la réactivation des agents pathogènes latents, qui correspond à une définition d'arme biologique. Et on peut envisager peut-être d'autres coopérations moléculaires entre le SARS-CoV-2 et d'autres pathogènes. Et il n'y a pas que moi qui envisage cette 3e phase. Là, je vais prendre une citation directement tirée d'une publication. Donc, d'après Springer, cette recherche a mis en évidence que le virus pourrait continuer à se répliquer chez certains patients guéris. Je répète, cette recherche a mis en évidence, donc on a des éléments expérimentaux, pour démontrer que le virus pourrait continuer à se répliquer chez certains patients guéris, donc ayant recouvré du SARS-CoV-2. Et elle suggère que certaines personnes, en fait, pourraient être porteuses de faibles niveaux de virus pendant des semaines, voire des mois après infection, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa transmission même après la guérison.
C'est une donnée impérative qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que ça signifie être spiké, recontaminé, même à l'intérieur de son propre organisme, de manière très régulière. Et là, je vais lâcher une bombe en disant que l'histoire du shading de la spike vaccinale n'est peut-être pas le shading que l'on croit. Bah ouais, les personnes ayant reçu les injections anti-Covid, d'accord, sont plus susceptibles au virus, via notamment la surexpression des récepteurs et les mécanismes d'immunotolérance que je vous ai expliqués précédemment. De fait, les personnes qui sont vaccinées vont héberger potentiellement le virus plus longtemps. Et en plus, de manière plus confortable pour le virus. Donc, la théorie du shading de la spike dite vaccinale au contact des personnes injectées peut cacher une autre histoire. Le shading d'un virus latent, qui se réactive et qui est réinfectant, même avec de faibles doses, même avec de faibles charges virales. Un autre aspect, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé de la spike vaccinale chez les non-vaccinés. Et depuis le temps que cette théorie circule, il est pour le moins surprenant qu'il n'y ait pas de données expérimentales pour soutenir cette théorie. Pourtant, nous, on a des données expérimentales pour un shading de virus, même à bas bruit. Donc, il y a des personnes ayant recouvré d'une infection. Donc, je répète, l'histoire du shading de la spike vaccinale n'est peut-être pas le shading que l'on croit. C'est peut-être tout simplement le shading d'un virus latent qui se réactive et qui se met à réinfecter soit l'organisme qui a déjà été contaminé, soit diffuse et recontamine, même à bas bruit, en fait, les personnes qui sont à leur contact. Nous sommes en fait en face d'un virus, le SARS-CoV-2, donc avec la spike en tant que gain de fonction, comme étant un virus qui est véritablement un similaire, un corollaire du VIH, de type prion, donc dégénératif, et cancérigène. En fait, il y a beaucoup de mécanismes moléculaires qui sont quasiment identiques entre le VIH et le SARS-CoV-2. C'est pas seulement en fait une homologie de séquence retrouvée sur la spike ou la réactivation du VIH latent lors d'une infection ou injection anti-Covid. La tolérance immunitaire sur laquelle j'ai lourdement insisté est aussi un point commun entre les deux virus. En fait, c'est même pire que le VIH, car il n'y a pas de moyen de prévention contre le SARS-CoV-2, alors qu'on en a pour le VIH, les préservatifs. Il y a aujourd'hui une trithérapie pour le VIH, pour le SARS-CoV-2, il n'y en a toujours pas. Le SARS-CoV-2 est extrêmement transmissible par les aérosols, mais aussi les mains et les bactéries, parce que oui, je répète qu'il est potentiellement bactériophage, et ces bactéries peuvent servir de réservoir au virus. Il peut être transmis aussi par les fluides corporels. Tiens, le sang et l'acide. Moi, ça me rappelle le VIH, mais à Mach 3. Et comme le VIH, le SARS-CoV-2 peut induire une déficience immunitaire dans le temps. En effet, le SARS-CoV-2 peut infecter aussi les lymphocytes T CD4+, comme le VIH, et entraîner une immunodéficience progressive. Mais la persistance du SARS-CoV-2 va aussi entraîner l'épuisement du système immunitaire. Autrement dit, il va rendre nos soldats, nos éléments de défense complètement énergiques, épuisés. Un peu comme vous, le soir, quand vous rentrez du boulot, vous êtes épuisé. Ben, en fait, votre système immunitaire, il est épuisé. Et donc, il aura moins de ressources, vous aurez moins de ressources pour lutter contre des infections ultérieures au SARS-CoV-2. Et ça va aussi bien pour la spike virale que pour la spike vaccinale. C'est tout à fait la même chose. Donc, la protéine spike, en effet, est prionogène. Donc, prion, vous avez tous dans la tête Creutzfeldt-Jakob, avec notamment le décès de Maurice Doyer et les travaux du professeur Montagnier. En fait, comme je l'ai expliqué, la spike, elle est amyloïdogène. Elle est capable d'induire la fibrillation des protéines amyloïdes du corps humain, que nous avons physiologiquement, nous les avons tous. D'accord? Mais c'est bien, je dis bien la fibrillation, c'est-à-dire la mise en conformation, en forme de fibres, avec un réseau de fibres
qui est dégénératif, et c'est pareil pour la protéine prion humaine. Nous avons la protéine prion en nous, dans notre cerveau. Elle joue un rôle physiologique, mais normalement, elle n'est pas pathogène, elle n'est pas délétère. Sauf que quand elle est mise en conformation de fibres, avec ce réseau, ce network de fibres, elle devient la graine de la mise en place de la pathologie de Creutzfeldt-Jakob. Donc la spike est prionogène. Elle est capable d'induire la fibrillation de la protéine prion humaine, et son agencement en réseau de fibres, et donc d'enclencher la pathologie que l'on appelle Creutzfeldt-Jakob. Faut savoir aussi, c'est que le VIH, autre similitude avec le VIH, c'est que le VIH peut aussi induire des pathologies neurodégénératives de type amyloïde. C'est un autre point commun entre ces deux virus. En effet, donc il y a des propriétés cancérigènes de la protéine spike du fait de ses propriétés amyloïdes également. Parce que les propriétés amyloïdes, il y a une autre protéine qu'on a dans notre corps de manière naturelle qui s'appelle la P53, qui est le gardien de notre génome et qui est amyloïde elle aussi. Donc 2 molécules amyloïdes ensemble vont interagir ensemble pour former des fibres, des réseaux de fibres. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, la P53 étant le gardien de notre génome, du fait des propriétés amyloïdes de la protéine spike, eh bien, il y aura l'enclenchement, enfin en fait, il y aura une diminution de l'efficacité de cette P53, autrement dit le déclenchement de cancer. C'est honnêtement le SARS-CoV-2 et la protéine spike du SARS-CoV-2, c'est le seul virus respiratoire à ma connaissance qui est hautement transmissible, muni d'un silencieux et dont les analogies avec le VIH sont extrêmement nombreuses. Un véritable VIH-like qui ne dit pas son nom et qui est dégénératif. Alors, on va arriver sur la fin de la présentation. Je sais, encore un petit peu de patience. J'ai plus grand-chose à dire en fait. Juste 2 points à aborder, qui ne sont pas forcément les plus simples, et ça peut être aussi les points les plus controversés. C'est celui de diminuer l'efficacité de tout traitement thérapeutique. Alors, en décembre 2023, ça remonte, hein, j'ai essayé d'avertir sur un phénomène, c'est-à-dire qu'on a soigné l'inflammation sans tenir compte de la tolérance immunitaire. Bah oui, c'est un HIV-like, c'est un VIH-like. Donc à mon avis, la tolérance immunitaire va tuer beaucoup plus que la tempête cytokinique, de ce fait. Mais c'est d'autant plus vrai avec la phase 1 d'incubation du SARS-CoV-2. Je vous avais expliqué que l'infection était biphasique avec une phase d'incubation de 3 à 5 jours, ce qui est relativement long. Et que l'inflammation ne se déclenchait pas chez tout le monde. Donc non seulement on a soigné que l'inflammation sans tenir compte de la tolérance, mais on a soigné trop tard. Néanmoins, vaut mieux tard que jamais, hein. On est d'accord. En cas de symptômes, vous ne tardez pas à faire un test pour valider la présence du virus et à vous soigner en conséquence, notamment via l'azithromycine. Je rappelle que les co-infections bactériennes sont des facteurs de risque importants pour le déclenchement d'une tempête cytokinique, autrement dit l'hyperinflammation, qui est potentiellement mortelle. Alors, on a soigné trop tard, oui. Beaucoup trop tard. Et la méconnaissance en fait des mécanismes pathologiques a induit de lourdes erreurs dans la prise en charge de l'infection par le SARS-CoV-2, notamment via l'ivermectine ou l'HCQ. Pourquoi? Parce que tout simplement la protéine spike du SARS-CoV-2 est capable d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique, et donner accès en fait d'ouvrir la porte du cerveau. Et on sait que l'ivermectine va jouer sur les neurotransmissions, c'est-à-dire sur l'activité électrique du cerveau, pour faire simple. Quant à l'HCQ, c'est un immunomodulateur. Alors vous allez éteindre une inondation avec une lance à incendie. Pire, l'HCQ donné trop tard peut maintenir en fait des taux d'inflammation à bas bruit qui continuent de perméabiliser la barrière hémato-encéphalique. On a bien quelques remèdes pour soutenir l'organisme, mais ça reste des pansements. On n'a toujours pas un traitement de fond
sur l'étiologie, à savoir le traitement soit du virus, soit de la protéine spike. Un peu, je répète, peu importe d'où qu'elle vienne, hein, cette protéine spike, je m'en tape, hein. Que ça soit virus ou vaccin. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec le SARS-CoV-2 toute notre vie et avec la protéine spike. Et donc se surveiller et devenir acteur de notre santé. Nous sommes tous concernés à des degrés plus ou moins forts, y compris les enfants. Alors, si vous ressentez des migraines chroniques qui n'étaient pas là précédemment, du brouillard cérébral, de la fatigue, des essoufflements, des vertiges, des éruptions cutanées, type eczéma ou dartre ou peu importe, des infections à répétition et ou opportunistes, des pathologies auto-immunes qui se déclenchent, soyez vigilants. Surveillez-vous, soyez attentifs à tout événement, sans entrer forcément dans la paranoïa, hein, mais soyez vigilants. Donc voilà, je sais que c'est un sujet sur les traitements précoces qui est extrêmement compliqué à aborder, mais n'empêche qu'il va falloir creuser parce que remettre en perspective les traitements précoces avec l'évolution de l'état de l'art et des connaissances scientifiques des mécanismes pathologiques induits par le SARS-CoV-2 et la protéine spike, c'est fondamental pour la suite et l'avenir de la prise en charge des personnes. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables, donc c'est une cible privilégiée, notamment du fait des propriétés neurotropes du virus. Elles ont aussi un système immunitaire sénescent et d'autres facteurs aggravants. Mais il faut comprendre aussi que les jeunes ne seront pas épargnés non plus, hein, ni les enfants. Surtout ceux qui ont un terrain génétique de prédisposition. Alors j'en avais souligné un, ApoE4. Donc c'est un gène, hein, qui est favorable à la présence et au développement de pathologies dégénératives. Ou encore une déficience en TRIM28, parce que TRIM28 est un régulateur également de nos gènes. Donc le SARS-CoV-2 répond aux 7 points clés de la définition des armes biologiques, à savoir maximiser les dégâts, réactiver des pathogènes, perturber l'immunité ou diminuer l'efficacité de tout processus d'immunisation potentiel, accroître le tropisme, accroître la stabilité, la transmissibilité ou la capacité de dissémination de l'agent pathogène, diminuer l'efficacité de tout traitement thérapeutique et augmenter la susceptibilité d'une population cible. On est véritablement sur un virus VIH-like et encore pire que le VIH. Quand j'analyse les données, à mes yeux, il s'agit d'une véritable arme biologique qui est hautement transmissible, munie d'un silencieux pouvant être latent dans l'organisme, avec des dégâts cumulatifs dans le temps par exposition répétée, capable de détourner le système immunitaire à son profit, voire de le détruire ou de le retourner contre vous-même, de réactiver des pathogènes latents déjà présents dans votre organisme, qui est neurotrope, c'est-à-dire qui adore le cerveau, qui est résistant à tout traitement, qui cible préférentiellement les personnes âgées ou fragiles ou ayant un terrain de prédisposition, notamment, enfin, surtout pour ce qui concerne la létalité. Sinon, vous pouvez rester avec un virus latent toute votre vie. Ne jamais oublier que le SARS-CoV-2 provient d'un labo, que c'est la protéine Spike qui est le gain de fonction. Or, cette protéine Spike est présente à la surface du virus et elle est produite en quantité non négligeable par les cellules de l'organisme lors d'une infection. Mais c'est aussi elle qui est produite par les cellules de l'organisme après les injections anti-Covid. Ce qui va entraîner des dégâts cumulatifs, un spike viral plus spike vaccinal, notamment à cause des propriétés amyloïdes et de fibrillation de la protéine prion humaine. C'est cette même protéine prion qui est capable aussi de se disséminer dans l'environnement. Donc de quoi se réjouir, quoi. C'est ce que moi j'appellerais une putain d'arme biologique.